Bonjour! La folle histoire d'amour d'aujourd'hui concerne un prodige, mais dans l'intimité, ses fantasmes étaient on ne peut plus répugnants. Alors mets-toi à l'aise, prends un verre, mais surtout, je te déconseille de prendre un truc à manger. Allez, c'est par ici! Wolfgang Amadeus Mozart, ou Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart, est né le 27 janvier 1756 à Salzbourg, en Autriche. Il est le fils du musicien, compositeur et pédagogue Léopold Mozart, vice-maître de chapelle à la cour du prince-archevêque de Salzbourg, et d'Anna Maria Peatel, mère au foyer. Wolfgang est le cadet de 7 enfants, dont 5 mourront dans l'enfance. Sa sœur, Maria Anna, son aînée de 5 ans, sera aussi très douée pour la musique, mais restera dans l'ombre de son frère, son père lui interdisant d'écrire, une femme ne pouvant pas devenir compositrice. Dès l'âge de 3 ans, Wolfgang révèle ce qu'on appelle l'oreille absolue, ainsi qu'une mémoire photographique, dite eidétique, qui est la faculté de se souvenir d'une grande quantité d'images, de sons ou d'objets dans les moindres détails. Son père lui apprendra le clavecin à 5 ans, puis le violon, l'orgue, la composition, et tout ça avant même de savoir lire, écrire ou compter. À 5 ans, il compose déjà ses premières œuvres. Il cherche des notes qui s'aiment. Wolfgang n'ira pas à l'école, c'est son père qui va s'occuper de son éducation. Entre ses 7 et 10 ans, accompagné de sa sœur, leur père va les emmener en tournée musicale à travers toute l'Europe. On lui proposera à Versailles un emploi d'organiste qu'il refusera. Il veut être chef d'orchestre à Vienne. Il se nommera lui-même Kapellmeister. Tu sais quoi? Eh bien Mozart, il faisait 1,52 m. Il paraît que c'est à cause de sa tournée en Europe, tu sais, quand il était enfant, elle était épuisante. Puis il a manqué de sommeil. Donc pas de repos, pas d'hormones de croissance. C'est Geneviève qui me l'a dit. À 11 ans, il compose son premier opéra. À 13 ans, le prince-archevêque d'Autriche, Monseigneur Colloredo, le nomme maître de concert. À 14 ans, il retranscrit parfaitement le Miserere de Gregorio Allegri, une œuvre religieuse secrète interdite de reproduction par le Vatican sous peine d'excommunication. Excommunicado, en vigueur à partir de 18h, heure de l'Est. Et cela en l'écoutant seulement une seule fois. En 1776, il a 20 ans et décide de quitter Salzbourg, mais le prince archevêque refuse de laisser partir son père et lui impose de démissionner de son poste de maître de concert. Au bout d'un an, il part avec sa mère. Tout d'abord à Munich, où il n'obtient pas de poste. Dans les autres villes non plus d'ailleurs. À Mannheim, en Allemagne, il tombe fou amoureux de la cantatrice Aloysia Weber. Mais son père lui demande de se concentrer sur sa carrière. Sans le sou et criblé de dettes, Wolfgang part pour Paris. En 1778, il a 22 ans et vit à Paris. Il aura du mal à se faire payer les leçons qu'il donne. Les nobles le snobent et il ne l'oubliera pas. En juillet, sa mère meurt et elle sera inhumée à Paris. Wolfgang rentre alors à Salzbourg. Il reprend son poste et apprend qu'Aloysia aime un autre homme. Là, c'est la goutte d'eau et la grosse déprime. En 1780, à 24 ans, on lui commande un opéra pour Munich. Son œuvre plaira au public, mais il ne s'entend pas avec le prince-archevêque Colloredo. Il lui enverra pas moins de 4 lettres de démission qui resteront sans réponse. Wolfgang décide alors de se déplacer et sera reçu par le comte Arco, directeur du personnel de sa seigneurie. Le comte le traitera de fou, de gueux et de parasite, puis le virera coup de pied aux fesses en mai 1781. Humilié, il retracera par écrit cet épisode à son père. Wolfgang s'installe alors enfin seul à Vienne, dans la pension de famille tenue par Madame Weber, la mère d'Aloysia, et travaille en tant que compositeur indépendant. C'est ici qu'il fera la connaissance de Constance, la 3e fille sur 4 de Madame Weber. En 1782, il se marie avec Constance. Il recevra par courrier le consentement de son père le lendemain de leur union, car à cette époque, les enfants étaient majeurs à la mort de leurs parents. Il a alors 26 ans et ils auront 6 enfants en 9 ans, dont seuls 2, Karl et Franz, dépasseront la petite enfance. À cause de cela, Constance est frêle, souvent couchée ou en cure. Elle était absolument inconsciente du génie qu'était Wolfgang et souffrait d'avoir épousé un homme enfant. Le peu de fois où ils sont séparés, il lui écrit des « Ma très chère petite femme, j'ai tellement envie d'avoir de vos nouvelles ». Et quelques mots écrits en français dans le texte « Adieu, et gardez votre santé si chère et précieuse à votre époux ». C'est mignon. En 1787, son père Léopold meurt. Même s'il était en désaccord avec le choix de carrière de son fils, leur correspondance montre qu'ils n'ont jamais été brouillés. Mortifié, Mozart sublimera ses émotions dans son opéra Don Giovanni, créé pour le théâtre de Prague, qui rencontrera un grand succès. Mais pas à Vienne.
La même année, Joseph II le nomme musicien de la chambre impériale et royale. Il convoite le poste de Concertmeister impérial. Mais il ne l'obtiendra pas. Après la mort de Joseph II, Léopold II lui succède. Mais il n'aime pas Mozart et le congédie. La noblesse ne l'apprécie pas plus et c'est réciproque. Peut-être à cause d'un procès pour dette que lui fait le prince Lichnowsky, alors son élève. Vers la fin de sa vie, Mozart est en mauvaise santé et très endetté malgré des revenus confortables. En 1791, un franc-maçon comme lui commande un opéra populaire en allemand. Cela sera son avant-dernier opéra, La Flûte enchantée, qui sera chanté par Josepha, une autre des 4 filles de Madame Weber, et fera l'unanimité. En juillet, un mystérieux inconnu qui veut rester anonyme lui commande un requiem. Bon, le mystérieux inconnu, on sait aujourd'hui qu'il s'agissait du comte Franz von Walsegg, qui lui achetait l'exclusivité de l'œuvre, il n'avait pas le droit d'en faire une copie. Mozart meurt le 5 décembre 1791 à 35 ans, sans avoir pu finir son requiem. Constance demandera à 3 de ses élèves de le terminer, et afin d'éponger les dettes, elle vendra 4 fois la partition et en gardera une copie pour elle. Amadeus de Miloš Forman est mon film préféré. Mais il a pris beaucoup de liberté. Non, Mozart n'était pas si exubérant. Plutôt un hyperactif, toujours plongé dans ses pensées. Et non, Mozart et Salieri n'étaient pas ennemis. Ils étaient collègues de travail, et d'ailleurs on a retrouvé une partition signée des 2 noms. Il est même venu à son enterrement, et c'était bien le seul. Après sa mort, Constance envoya certains de ses manuscrits à des éditeurs afin d'en modifier le titre et les paroles pour pouvoir les publier. Alors pourquoi changer les titres et les paroles? Parce que pour exemple, un des titres était « Leck mir den Arsch fein recht schön sauber ». Autrement dit, « Lèche-moi le cul et bien proprement ». 3 autres étaient du même acabit. Mozart aimait beaucoup sa cousine, Maria Anna, avec qui il a fricoté à ses 21 ans. Ils se sont beaucoup écrits. Alors, comment dire? Voici un échange des plus banals entre eux. Il dit « Excusez ma vilaine écriture, la plume est déjà vieille, mais il y a bientôt 22 ans que je chie par le même trou et il n'est même pas encore déchiré. Tous les jours je chie dedans et mord la crotte à belles dents. Mais cette dernière n'est pas en reste et ne manque pas de répartie. Porte-toi bien mon amour et pousse-toi le cul dans la bouche. Je te souhaite une bonne nuit, mon mari, mais d'abord, chie au lit et que ça pète. » La plupart de leurs échanges épistolaires sont truffés de références scatologiques. Damon, tu prends note. Caca. Non, efface. Plusieurs musicologues ont analysé le rapport qu'entretenait Mozart à la scatologie dans son œuvre musicale. Ce qu'ils en disent, la défécation et l'expression musicale sont associées dans l'esprit de Mozart à plus d'une occasion. À l'époque, ce n'était pas trop les échanges scatophiles qui pouvaient déranger, mais plutôt... Et là, je te mets un lien vers la vidéo d'Albert Einstein si tu l'as pas encore vue. Sa relation avec sa cousine qui dérange, et sur le sujet, il n'y a pas trop de doute quand il écrit « Je pourrais alors vous complimenter en noble personne, vous fouetter le cul, vous baiser les mains, tirer du fusil postérieur, vous embrasser, vous donner des lavements par devant et par derrière. » Je parle aujourd'hui d'une pratique sexuelle parmi les paraphilies des plus répugnantes, c'est-à-dire une attirance ou une pratique sexuelle différente de ce que l'on peut juger comme normal à notre époque. La scatophilie est son synonyme la coprophilie, qui vient du grec kopros, qui veut dire excrément, et philia, amour, et donc une excitation sexuelle à travers les excréments. Il y a une différence entre la copromanie et la coprophagie. Dans la copromanie, le sujet aimera manipuler ses excréments et les étaler, par exemple. No, what am I doing? Feces. Alors que dans la coprophagie, on est dans l'ingestion d'excréments d'autres espèces hétérospécifiques, d'autres individus, allocoprophagie ou des siennes. Autocoprophagie. Ouais, je t'avais prévenu de pas manger. Dans la correspondance de Mozart avec sa cousine, il évoque les deux, la coprophilie et la coprophagie, mais parle aussi de la clismaphilie, qui est une excitation sexuelle provoquée par la pratique du lavement, avec un petit zeste de BDSM. Bondage, domination, sadomasochiste. Bon, on est d'accord, la coprophilie est un trouble mental du comportement, mais il est difficile d'en trouver la cause. Une équipe américaine a recherché dans les dossiers médicaux d'environ 70 000 patients en psychiatrie et 17 étaient atteints de ce trouble, dont 12 cas observables qui avaient entre 20 et 88 ans. Ils ont découvert que les patients avaient en commun une hypersexualité, un comportement agressif et souffraient de pica. Pika pika. Non, pas toi. Pikachu. C'est un autre trouble qui consiste à ingérer toutes sortes de choses non comestibles, comme de la terre, des couverts, du plastique, etc. À peu près 6 présentaient une démence neurodégénérative, un retard mental, une psychose ou même une tumeur cérébrale. La coprophagie survient dans 1 cas sur 10 000 chez les personnes atteintes de démence. La coprophilie entre parfois dans les pratiques BDSM, bien qu'il n'y ait aucun lien. Rassure-toi, si tu es un petit entre 2 et 4 ans et que tu l'as surpris en train de jouer avec son caca,
La copromanie est somme toute fréquente chez l'enfant. Et comme la vie est une boucle existentielle, on retrouve aussi cette pratique chez certaines personnes âgées, parfois due à une incontinence sphinctérienne et ou à des régressions psychiques profondes. Là où le diagnostic peut être posé parce que la personne demande à être aidée entre ces deux âges, c'est lorsque ce comportement sexuel vient perturber son quotidien, son rapport aux autres, en étant par exemple attiré par l'odeur, ou avoir le besoin irrésistible d'espionner des gens aux toilettes, ne pas pouvoir s'empêcher de toucher, voire de goûter. Au niveau de la santé, t'imagines bien que ce qui sort par là n'est pas fait pour re-rentrer, et que si la nature n'a pas prévu de tour gratuit, il y a des raisons, et principalement par des personnes dont le système immunitaire est affaibli, et qui pourraient être atteintes par des germes, des champignons, des maladies comme l'hépatite A, voire même la pneumonie. Et en parlant de système immunitaire affaibli, il y a aussi des risques de transmission du VIH si le donneur a des lésions au niveau de la muqueuse rectale ou intestinale. Cependant, les bactéries qui vivent dans les matières fécales font partie de la santé intestinale et il n'y aurait pas de risque à être consommées. Mais on ne peut jamais être sûr de l'état de santé de son ou de sa partenaire. Pour info, il est pratiqué aujourd'hui des transplantations fécales d'un individu à l'autre pour traiter des infections bactériennes qui causent notamment des diarrhées. I have a bad case of diarrhea. Bref, si tu souffres de ce trouble du comportement et que tu te mets en danger de quelque manière que ce soit, parle-en. Généralement, personne n'en parle. Et pourtant, tu sais, entre toi et moi, de très nombreuses personnes se sont retrouvées face à cette matière lors d'intenses préliminaires. Tu sais, il y a un traitement qui peut t'aider, mais aussi et surtout des thérapies cognitivo-comportementales qui viendront à bout petit à petit de ce trouble et t'éviteront les récidives. Pour en revenir à Mozart, il l'écrivait beaucoup, mais il ne pratiquait pas forcément. On n'en a aucune preuve, mais c'était à la mode dans la bourgeoisie du XVIIIe siècle, et ça choquait pas grand monde. C'était la mode à l'époque. Autre temps, autre mœurs. Et toi, tu aimes la musique classique? Dis-nous ça en commentaire. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Bis à tous!